Voici le 3e parquet de France, le parquet des Hauts-de-Seine. Ces 34 magistrats ne jugent pas, ils décident de ce qui doit passer en jugement dans leur département. Une équipe jeune, certains sont spécialisés dans les stupéfiants, d'autres dans la délinquance financière. Nous allons passer 3 mois avec ces magistrats du parquet, les procureurs. Asseyez-vous, monsieur. Observer leur action dans les enquêtes judiciaires qu'ils dirigent. Violence conjugale, habitat insalubre et tentative d'homicide. Nous suivrons 3 affaires exemplaires de leurs réussites et de leurs échecs. Au moment de notre tournage, Philippe Courroy est encore le chef du parquet de Nanterre. Ce jour-là, exceptionnellement, il est l'avocat général du procès de David Sagnaud, le tueur du pont de Neuilly. Prêt pour cette grande journée ? Pour les 4 grandes journées. C'est un procès important pour vous ? C'est un procès important pour celui qui va être jugé et pour les familles des victimes. David Sagnaud, un SDF de 38 ans, comparaît pour les meurtres de 2 mères de famille tuées sur le pont de Neuilly en 2001 et 2002. 6 ans après les faits, c'est lui qui s'est spontanément rendu à la police. Fait exceptionnel, à l'époque, nous avions filmé l'intégralité de sa garde à vue au fameux quai des Orfèvres à Paris. 48 heures stupéfiantes, durant lesquelles Sagnaud doit convaincre les enquêteurs de sa culpabilité. C'est quoi ce cinéma, là? Un coup je suis coupable, un coup je le suis pas? Regarde-moi. Maintenant, tu nous dis la vérité. Les tests ADN que vous allez faire, vous allez trouver que c'est moi. J'ai rien fait pour ne pas laisser de traces. Donc, Des policiers incrédules, car pour l'un de ces crimes, ils ont déjà mis un homme sous les verrous. Marc Machin a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Comment le parquet de Nanterre a-t-il démêlé le vrai du faux? Marc Machin a-t-il été victime d'une erreur judiciaire? David Sagnaud est-il vraiment ce mangeur de vie que décrivent les psychiatres? Pendant ce temps, à un étage plus haut, la justice quotidienne suit son cours. Nous sommes à la permanence du parquet. 24 heures sur 24, les substituts du procureur sont en liaison téléphonique avec les services de police de tout le département. Allô? Oui, bonjour, brigadier commissaire Jean Villiers. Oui. Maire SP, monsieur le commissaire présidentaire. Oui, bonjour. Dès 8 heures du matin, dans ce bureau clair, toute la violence du monde déboule sur leur combiné. En complément, je vais verser du white story sur la tête. Une centaine d'appels par jour pour les 3 substituts de permanence. Aujourd'hui, c'est Julien Augereau, 34 ans, qui s'occupe du nord du département. On a obtenu l'ITT de l'épouse qui est de 1 jour. On a obtenu la bande sonore de l'appel 17. Donc c'est bien la fille du couple qui a appelé la police. Alors l'appel dure 49 secondes. En gros, elle appelle et elle dit mon papa est en train de taper ma maman. Le marteau, on l'a pas retrouvé? Non, on l'a pas retrouvé. La permanence, c'est le poumon d'un parquet. Hein. C'est la zone d'approvisionnement. Enfin, j'ai employé des termes un peu industriels, mais globalement, c'est ça, parce qu'on gère énormément de flux. Alors évidemment, on essaie de s'attacher à la personne, de s'attacher à l'individu, de s'attacher à la particularité d'un dossier, mais c'est aussi énormément de flux à gérer. Je me permets de vous appeler parce que mon collègue de permanence de nuit m'a dit que vous aviez saisi en incident à Clichy 1 kilo de cocaïne. En quelques minutes, ils doivent comprendre le rapport de l'officier de police judiciaire sur des faits qui viennent de se produire et décider des poursuites. Calme et concentration exigée, surtout pour la magistrate en charge des mineurs. La Semi-Sèvres qui... Je vous appelle au sujet d'une plainte que nous avons reçue hier pour une agression sur une mineure de 3 ans. Elle nous indique que sa fille, depuis une dizaine de jours, se plaint. Et elle dit clairement qu'en fait, à l'école, il y a un monsieur qui la frappe. Elle parle bien, la petite fille? Oui, elle est très éveillée, elle parle très bien. C'est fréquent ce genre d'appel? Ah oui, c'est fréquent, oui. C'est fréquent quand on s'occupe des mineurs et quand on est à la permanence des mineurs, oui. Ah oui, Didier, Nico, il me l'a dit hier soir, il y a eu un accident mortel de la circulation, c'est sur ton secteur. Un petit garçon de 10 ans qui a été heurté par un bus de la RATP. Donc le conducteur a été placé en garde à vue. Non mais attends, le gamin il était sur un passage piéton. Hein. Oh, bah, plus ça va.
Quand les procureurs estiment que les éléments recueillis pendant la garde à vue sont suffisants, ils se font présenter les prévenus. Face à eux, toute la journée, voleurs, trafiquants de drogue ou chauffards défilent dans ce petit bureau. Cet homme a frappé son épouse alors qu'il était ivre. Il vous a reproché très exactement d'avoir volontairement commis des violences sur madame et qui ont été commises avec 2 circonstances aggravantes, en l'espèce par le conjoint de la victime et en état d'ivresse manifeste. Est-ce que vous avez un avocat, monsieur? Non. Le fait de reconnaître les faits, on m'a dit que je n'avais pas besoin. Ah bon, on vous a dit ça? Là, vous risquez 5 ans d'emprisonnement, c'est la peine maximale encourue. Arrêté la veille, il sera jugé l'après-midi même, à peine 48 heures après avoir frappé sa femme. C'est une justice express, oui. Alors certains diront même expéditive. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le verdict, parce que je pense que c'est une bonne justice, la comparution immédiate. Contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes, je pense que c'est une bonne justice parce que on évite de laisser s'enquister des situations, plutôt que d'avoir une justice qui, malheureusement, compte tenu du nombre de procédures qu'on a, fait qu'on est jugé à 6 mois, 7 mois, 8 mois, parfois 1 an. Et vous avez une situation radicalement différente le jour de l'audience. Le parquet de Nanterre est l'un des plus gros de France. Il reçoit 120 000 plaintes par an, tout cela pour 34 procureurs comme Julien. Cela fait beaucoup de travail. Dès que la permanence lui laisse 5 minutes, Julien file dans son bureau pour avancer sur ses dossiers en cours. Faire ça tout le temps, c'est évidemment très éprouvant. Une semaine de permanence, c'est assez difficile, enfin, assez fatigant en tout cas. Et donc c'est bien d'avoir ces temps de respiration que sont le travail en cabinet, avec le traitement du courrier ou le traitement du règlement, où là on est sur un travail beaucoup plus administratif et qui du coup est moins sous pression. Vous faites combien d'heures par semaine? Je ne peux pas vous dire, je rentre trop tard, ceci dit. Trop tard pour revoir mes enfants, mais je fais quand même des horaires assez soutenus. Vous amenez du travail à la maison? Non, j'évite d'en emmener. Il faudrait. Tout juste nommée à la tête de la division délinquance générale, Marie-Laure Boubas dirige 7 substituts comme Julien. Cette cadre dynamique, mère de 3 garçons, aime le travail d'équipe. Magistrat du parquet depuis le début de sa carrière, elle l'a choisi pour représenter la société. Ça vous ennuierait de me demander le casier de ce monsieur? Il n'y a pas de problème. Merci. Et je peux prendre un appel? Ce jour-là, c'est une affaire de violence conjugale qui la mobilise. Une mère de 4 enfants se dit menacée de mort par son mari emprisonné. Son mari sort de détention le 25 avril prochain. Elle a vraiment peur parce qu'elle lui a annoncé son intention de divorcer. Et depuis qu'elle lui a dit ça, en fait, il la menace assez régulièrement. Et là, elle craint vraiment pour sa vie. Marie-Laure Boubas explique à la policière chargée du dossier à Suresnes la marche à suivre. Pour qu'on fasse quelque chose de carré, mais là, il y a effectivement urgence. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous la réentendiez précisément et on va faire une expertise psychiatrique victime avec un expert qui nous fixe un retentissement psychologique. Si la maman refuse? Vous lui dites que nous, on fait le nécessaire pour que la procédure elle soit carrée et qu'elle tienne. Maintenant, si elle ne nous aide pas, on aura des difficultés aussi à faire tenir ça devant le tribunal. Hein. D'accord. D'accord. Marie-Laure Boubas dirige l'enquête à distance. À quelques kilomètres de là, au commissariat de Suresnes, c'est une jeune enquêtrice qui va mener les investigations sur le terrain. Vanessa Gillet est chargée des violences conjugales. C'est sa première affaire en tant qu'officier de police judiciaire. Elle ne veut pas répondre. Monsieur va sortir de prison et au parloir de la prison, il menace de mort sa femme qui veut se séparer. Hein. Tout à fait, elle a demandé le divorce. Et donc il ne veut pas qu'elle s'en aille, donc il l'a menacée de représailles. Apparemment, il lui a envoyé des messages en lui disant que sans elle, il pouvait pas sortir. Donc si elle décidait de divorcer, il ne sortirait pas de prison. Et au départ des gardiens, le monsieur a violemment attrapé par les cheveux la victime en lui disant « Hurle, je te bute, et si ce n'est pas moi, j'envoie quelqu'un de la maison d'arrêt et je te bute. » Allez.
Elle a besoin des précisions de l'épouse sur ce fameux rendez-vous au parloir qui aurait dégénéré. À 40 ans, le mari a un casier bien chargé. Il a déjà été condamné en 2009 pour avoir giflé sa femme et son fils. Le foyer familial est sa garantie de domicile vis-à-vis de la justice. Le divorce compliquerait sa sortie. La menace de mort est crédible pour le parquet. Vanessa n'a qu'une solution, se rendre au domicile de la mère de famille. Bonjour, c'est Madame Gillet. Bonjour. Vous me permettez d'entrer? Merci, c'est gentil. Vous avez pris les médicaments? Ouais. Au terme d'une heure de discussion, Vanessa obtient qu'elle se rende au commissariat pour poursuivre la procédure. Terrorisée, elle n'a pas souhaité apparaître dans le reportage. La femme est longuement auditionnée. Madame, que vous avez Elle refuse de porter plainte. Peu importe. La machine judiciaire est lancée. Marie-Laure Boubas, la procureure, déterminée. La première chose qu'elle fait le lendemain matin, c'est d'appeler l'enquêtrice de Suresnes pour connaître les conclusions de l'expert psychiatre. Ouais. Allez-y. Donc en fait, on est quand même, voilà, par rapport au personnage, on est face à une dame qui est quand même vraiment, semble au moins être en dépression. Cependant, donc, le docteur précise donc, que c'est une femme intelligente qui donc, se dit victime donc, de violence et de menace de son mari. Il n'y a pas de délire, hein. Il précise qu'il n'y a pas de délire. Il y a une dépression suite aux faits, d'intensité moyenne. Et il sollicite un suivi psychologique continu. Vous êtes en capacité d'aller me le chercher demain matin à la maison d'arrêt, monsieur Mais tout est possible, oui. Alors... Parce que moi, la priorité, c'est qu'il passe à l'audience avant le 25 avril, hein, avant qu'il sorte. Je me doute, oui, on en avait discuté d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, je partirais bien sur une extraction et une garde à vue demain matin. Merci beaucoup, à demain. Au revoir. Ça se déroule bien, puisqu'effectivement, on avait une victime qui était très apeurée et assez réticente pour parler, enfin, qui était ambivalente parce qu'on savait bien qu'elle avait peur, mais en même temps, je pense qu'il y avait un certain découragement. Donc là, elle a vu qu'on prenait bien les choses en main. C'est ce que vous avez expliqué, c'est ce que vous avez pu entendre au niveau de l'enquêtrice qui s'en occupe. C'est vrai que dans des cas comme ça, le contact humain est important. Et là, elle a confiance, donc ça nous a permis aussi de pouvoir poursuivre. Le lendemain, le mari est extrait de la maison d'arrêt de Nanterre où il termine une peine de 17 mois pour trafic de stupéfiants. L'homme va-t-il avouer avoir menacé sa femme? Son témoignage est précieux car l'accusation repose sur peu de choses. Pas de plainte de la victime, une expertise psychiatrique modérée, pas de témoins, ne reste qu'une carte à jouer, les aveux. Allez-y, je vous invite à vous asseoir ici. Vanessa Gillet est tendue. Est-ce que vous pouvez me parler des relations que vous entretenez avec votre épouse, madame? Parlez-moi un petit peu de vos relations, ça se passe comment? On n'est pas rose en ce moment. Au cours d'un parloir, Oui. je crois que vous avez eu une petite altercation, si je puis dire, si on peut appeler ça une altercation, avec votre femme. Oui. D'accord? Et apparemment, vous avez été un petit peu loin dans vos propos. Non. Déjà, le je te jure, c'est pas pour moi. Okay, déjà, vous me tutoyez pas. Oh, vous D'accord. pardonnez parce que je parle mal, c'est pour ça. On va faire un petit effort dans ce cas-là. Je vous remercie. Merci. Là, je vais vous demander, est-ce que vous l'avez pas bousculée? Non. D'accord? Est-ce que vous l'avez pas attrapée alors qu'elle était assise pour la lever de force? Non. Non, vous lui avez caressé la joue, c'est ça? Vous lui avez caressé les cheveux, lui caressé l'épaule? Je vois bien. Donc votre réponse c'est non. Non, pourquoi elle dit non? Ça au moins, c'est clair. Monsieur, c'est à moi que vous parlez, c'est pas votre avocat là, j'en ai plein le dos. Non mais je perds patience. Depuis tout à l'heure, vous vous adressez à votre avocat, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous vous adressez à moi, point la ligne. D'accord? Non, mais parce que je vous assure que ça va mal se terminer. J'ai rien fait de mal. Alors, plus précisément, n'avez-vous pas menacé votre femme de la tuer, monsieur, au cours du parloir? Et vous évitez de rigoler quand je vous pose ce type de questions, parce que là, je deviens très, très sérieuse. Et là, on va arrêter de jouer. Le mari conteste les faits. Marie-Laure Boubas décide quand même de le poursuivre. Pour elle, pas de doute,
La parole de l'épouse est crédible. Plus grave, l'homme pourrait passer à l'acte. Direction le palais de justice où la procureure l'attend de pied ferme. Asseyez-vous. Alors, monsieur, je suis vice-procureur de la République. C'est moi qui ai géré la procédure et la garde à vue dont vous avez fait l'objet, monsieur. Vous me regardez, s'il vous plaît. Vous me regardez. On est là pour parler de faits qui sont importants. Vous allez être poursuivi devant le tribunal correctionnel. Il y a des enjeux derrière. Alors vous m'écoutez, vous vous concentrez sur ce que je vous dis, s'il vous plaît. Je vous le conseille vivement parce que vous l'avez peut-être oublié, monsieur, mais vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement avec un sursis mis à l'épreuve concernant des faits de violence conjugale commis sur madame et des faits de violence sur votre enfant. Et que dans ce cadre, monsieur, vous avez interdiction d'entrer en contact avec elle et interdiction d'aller à Suresnes. D'accord ? Vous signez là, s'il vous plaît. Et votre avocat aura une copie de ce document. Là, vous redescendez au dépôt et vous passez tout à l'heure. Je crois pas de faire le dépôt. Non, votre avocat aura une copie. Voilà. Ouais, si possible, il passe à 18h ou 19h. Non mais monsieur, là c'est l'audience, hein. Il n'y a pas d'horaire. Vous êtes nombreux à passer cet après-midi, donc vous verrez. Le parquet se veut intraitable sur les violences conjugales. Malgré le manque de preuves, Marie-Laure Boubas poursuit pour menace de mort au juge de trancher. Vous êtes confiante pour ce qui est du jugement? J'espère. On a fait le nécessaire. Maintenant, c'est toujours délicat dans ces dossiers. Hein, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. On a une expertise psychiatrique. On a des éléments qui sont un peu plus indirects, mais en tout cas qui nous permettent de nous aider. C'est les constatations, même si elles sont succinctes, des surveillants de l'administration pénitentiaire. On a également un rapport du service de probation et d'insertion, puisque madame les avait contactés. En fait, c'est comme ça. Cette affaire a été portée à notre connaissance. Donc, c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Et j'espère effectivement que ce sera suffisant pour reconnaître son statut de victime et effectivement que monsieur M. soit condamné. C'est Julien qui assure l'audience cet après-midi. Les procureurs le font à tour de rôle. L'avocat du mari est arrivé à sa rescousse, un ténor du barreau qui défend depuis plus de 10 ans ce client, habitué des cours de justice. Vous dites vous-même que ces mots-là, il a pu les prononcer. Oui, je pense qu'il a pu les prononcer, clairement. Je pense qu'il a pu les... il est incapable de le faire. Il est incapable de faire ça. Je vais être buté. Je vais être buté, il est incapable de faire ça. Incapable de faire ça. Mais par contre, je pense qu'il a pu le dire. Ça, c'est fort possible. Devant les juges, l'homme montre du doigt la mère de ses 4 enfants qui a pris sur elle de venir. Il la désigne comme cette femme-là. Tout ça, c'est des mensonges, répète-t-il. On a parlé fort, c'est tout. 1 heure plus tard, le jugement tombe, relaxé, libéré. Le parquet considère, lui, que les éléments de contexte sont suffisants pour condamner quelqu'un. Et moi, je considère, et le tribunal m'a donné raison, que ce n'est pas les éléments de contexte qui comptent, ce sont les éléments de preuve. Vous êtes déçu? Oui, enfin, je sais pas ce qu'il en adviendra. On n'est pas déçu personnellement en soi parce que c'est pas notre dossier, c'est pas notre situation. Mais ce que j'espère évidemment, c'est qu'on ne retrouvera pas un jour madame avec un couteau planté dans le ventre ou avec des violences plus graves qu'elle en a subies en 2009. Voilà, c'est vraiment l'inquiétude que j'ai pour elle. Le procureur ne peut pas tout. Ce sont les juges qui décident. Les Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, à l'ouest de la capitale. Mais derrière les immeubles de béton et d'acier se cache parfois une toute autre réalité. L'habitat insalubre. 180 000 logements en Île-de-France. Paris et la Petite Couronne sont les plus touchés et les Hauts-de-Seine ne sont pas épargnés. C'est même devenu une priorité pour le parquet qui s'est doté d'un substitut entièrement dévoué à traquer les marchands de sommeil. À 30 ans, Sophie Lacotte est devenue la spécialiste de la question. Si déjà il y a toutes les plaintes, elle traite 250 nouveaux cas par an. Et puis, vous avez des communes comme Gennevilliers, comme Colombes ou comme Clichy, qui ont aussi une grande partie de leur habitat qui est dégradé, avec des personnes qui louent ces logements alors qu'ils sont complètement indignes et insalubres. Et c'est aussi une réalité des Hauts-de-Seine d'avoir cet habitat beaucoup moins riche et beaucoup plus
est beaucoup plus dégradée et avec donc la nécessité d'avoir, comme ça a été fait au parquet de Nanterre, un substitut référent. La mairie de Colombes vient justement de lui signaler un cas édifiant. Dans cette impasse, une famille avec 6 enfants vit dans 11 mètres carrés, sans électricité. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les enfants profitent de la cour pour bouger un peu. Adeline Thimo, leur maman camerounaise, vit ici depuis 2005. Elle paye son loyer et ses charges. Adeline partage avec ses 6 enfants une pièce et une cave. J'ai un contrat de bail avec elle. Donc ici, elle vous loue combien finalement? À 600 €. 550 € et 50 € de charge. Pour combien de surface? 11 mètres carrés. Il y a pénurie de logements, madame, on n'a pas le choix. Hein. Ils vivent la plupart du temps au sous-sol. L'aîné a 13 ans, le petit dernier quelques semaines. Dans son ancienne cave, la propriétaire a réussi à faire entrer une cuisine et même une salle de bain. Vous invitez jamais de copains ici? Pas d'aération, pas de fenêtre, un plafond très bas, des sanitaires hors d'usage. Ça s'est enlevé. L'eau chaude ne marche pas. Non. Pourquoi elle ne marche pas? Parce que Madame Persoda l'a coupé. Car cet hiver, quand il a fait si froid, leur propriétaire aurait coupé l'électricité. Et ça, il est cassé. Il y a le froid, il y a l'humidité, il y a la porte qui est gâtée, il y a les prises. Vous voyez les courants qui défilent partout là. Quand elle a coupé, elle est venue, elle a toqué. Je vous ai coupé de la lumière, elle-même elle est venue me le dire. Hein. La propriétaire a décidé qu'Adeline devait lui verser 6 000 € de charges supplémentaires. Elle l'a même attaquée en justice et a perdu. Elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts et à faire des travaux. Vous ne la filmez pas. Voilà, monsieur Abdullah, lui, vit ici avec sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'est toujours l'appartement de Persoto. C'est chez ce voisin que se trouve le compteur pour les 5 appartements de la propriétaire. Un compteur unique qu'elle gérerait à sa manière selon ses locataires. Voilà mes trucs qui sont baissés. Là, je ne peux plus avoir de lumière, même si je remonte, parce qu'elle a coupé avec la pince. Donc monsieur, vous témoignez, vous assurez qu'elle est venue couper l'électricité de madame? Oui. Il était là avec son fils, il a sorti la pince. Tous les fissiles. Je dors avec la bougie, vous imaginez? Avec une bougie. Même chez moi, au fin fond du village, en campagne, là. Les gens ne dorment plus avec les bougies. Je sais que la bougie est faite pour les cadavres. 6 enfants éclairés à la bougie et transis de froid chez eux pour un loyer de 600 €. Le parquet de Nanterre est convaincu d'avoir affaire à une marchande de sommeil. Cette dame aujourd'hui ne répond plus aux convocations, est difficile à localiser. Elle fait des allers-retours a priori entre l'étranger et son domicile de Colombes. Je ne peux pas, moi, attendre que madame se manifeste et veuille bien répondre aux convocations pour prendre la décision qui va être de la cité devant le tribunal. Mais avant de la juger, la substitut tente une dernière démarche. Placer la propriétaire en garde à vue pour l'interroger. Elle saisit le commissariat de Colombes. À 9 h du matin, 3 officiers tentent d'interpeller la propriétaire mystère. Un gros tas de courriers ou pas? Sans succès. Vu les faits qui lui sont reprochés, qui sont des faits quand même passibles de 5 ans d'emprisonnement, qui sont des faits quand même lourds, et puis pour les gens, notamment ce que j'appelle moi les victimes, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cet état d'insalubrité, dans cette étroitesse de logement, c'est important pour eux aussi d'avoir une réponse, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on leur dise voilà, pourquoi votre propriétaire a agi comme ça, pourquoi rien n'a été fait. La justice a compris votre malaise, on vous donne une réponse. Donc l'audition est importante. Selon la loi, louer des locaux comme habitation alors qu'ils sont impropres à cet usage, comme une cave, est illégal. Interdite aussi la suroccupation. Adeline doit disposer de 9 mètres carrés, chaque nouvel enfant de 5 mètres, 39 mètres carrés pour la famille. T'as pas pris ton vélo là? Dans la ville de Colombes,
le maire Philippe Sarr signale systématiquement au parquet les cas de ce genre. Donc c'est là votre appartement? C'est ici? Il n'est pas surpris en découvrant la situation de cette famille. 2000 logements sont considérés comme indignes à Colombes. On peut descendre, voir? Le maire attend de la justice qu'elle condamne les marchands de sommeil. Et donc vous éclairez à la bougie là en ce moment à cause de la coupure d'électricité de la propriétaire alors? Il n'y a pas d'eau chaude, rien du tout. Par contre l'eau, elle vous l'a rétablie quand même maintenant? Oui, elle a rétabli. Elle a rétabli l'eau là? Oui. D'accord. Le problème, c'est qu'on hésite à reloger aussi très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on règle un problème, mais rien ne dit que demain, on n'est pas à nouveau le même problème. Moi, je garantis pas, j'ai aucun pouvoir, en tous les cas, pour empêcher que la propriétaire reloue son appartement dans les mêmes conditions à une famille, voire à une famille nombreuse. Donc, si vous voulez, c'est un cercle sans fin. C'est une espèce de tonneau des Danaïdes, on essaye de régler un problème et il continue ensuite d'exister. Adeline n'épargne rien au maire. Ni la marquise brinque-ballante, Parce que c'est... Ça descend. Ça descend? Ça bouge comme ça? Ça, c'est son fils. ni la vue plongeante sur cette sorte d'avant-cave. De couvrir ici. Ouais, parce que là, ça donne directement dans la cave qu'on était tout à l'heure là. Si quelqu'un vient. Ni la porte cassée. Ça va sauter. Parce qu'elle fermait pas, Elle se fermait pas. Le maire repart bien informé. Mais voilà qu'une invitée surprise fait son apparition. La propriétaire. Du jugement. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sarr, maire de Colombes. Oui. Bonjour. Non, on venait avec aujourd'hui avec la presse, mais vous savez qu'effectivement on suit avec attention le cas de ces familles, n'est-ce pas? C'est très bien, Voilà. monsieur le maire. Moi, j'ai loué à cette famille Ce qui est moins bien, c'est que vous louiez dans des conditions comme ça, quoi. Alors moi, j'ai loué à cette C'est-à-dire, ça famille, s'appelle un logement dans un état totalement délabré. J'ai loué à cette famille un logement qui était refait à neuf. Je peux vous présenter Refait à neuf, madame, avec quand même une cave utilisée, sans aucune aération. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes comme vous qui n'êtes intéressées que par une chose, c'est de rentrer de l'argent au détriment des conditions de vie des gens. Moi, ce que j'essaierai de faire aussi, c'est de faire en sorte de vous empêcher à tout jamais de pouvoir relouer vos biens, parce que je considère que vous louez des biens indignes à des personnes qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas faire autrement, et j'appelle ça du nom que ça mérite, c'est-à-dire un comportement de marchand de sommeil. Monsieur, Voilà. de toute façon, maintenant, il y a un problème, c'est quand même à la mairie de s'en occuper. C'est à la mairie de s'en occuper, mais elle va s'en occuper, la mairie. Elle va s'occuper de vous. Je suis quelqu'un qui a du cœur, c'est pas comme monsieur le maire qui me dit que je suis là pour faire du fric. Non, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, je travaille encore, j'ai réussi, mais par mon travail, pas en volant les gens, pas en escroquant des gens. J'ai monté ma société au moment où l'immobilier était au plus bas. J'ai acheté des ruines, j'ai restauré, j'ai employé des sociétés, j'ai remis au neuf et j'ai loué dans des états corrects, pas n'importe comment. 2 mois plus tard, à la demande du parquet, Madame Peixoto doit comparaître pour conditions d'hébergement indigne. La salle, même, je sais pas où c'est. Pour la toute première fois de sa vie, Adeline se rend au palais de justice pour témoigner en tant que victime. C'est un dossier parmi 10 autres pour le substitut du procureur qui assure l'audience cet après-midi. Madame Peixoto est bien convoquée. Elle risque 5 ans de prison. J'attends que le tribunal fasse le possible, puisque j'ai été trop menacée avec Madame Peixoto. Jusqu'alors, je ne suis pas tranquille dans ma tête. La police même l'appelle, on lui dit remettez-lui la lumière. Elle n'a pas remis, c'est vraiment cruel. Linda, tu viens? Mais la propriétaire ne viendra pas. La présidente estime par ailleurs que son tribunal n'est pas compétent pour l'habitat insalubre, généralement jugé par une autre chambre. Le procès est renvoyé. Il se tiendra 3 mois plus tard. 3 longs mois pour Adeline Thimaud, qui rentre chez elle dépitée. Retour à la permanence du parquet où la nuit a été agitée. Un homme apparemment sans histoire s'est fait tirer dessus par un inconnu. Tentative d'homicide volontaire. La journée va être rude pour Marie-Laure Boubas.
T'as son numéro sur la tentative d'homicide, il me rappelait tous les quarts d'heure. Ah ben... On tir au sort, n'est-ce pas? Bon, bah ça fait pas mal, hein. Une grosse perme de nuit. C'était ta première? Oui, c'était ma première. Ah bon, bah voilà. Bon baptême du feu. C'est comme ça tous les jours? Effectivement, mon collègue a eu une permanence assez chargée, puisqu'on a eu une tentative d'homicide. Donc, avec des investigations qu'il va falloir suivre aujourd'hui. Quand les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine arrivent dans le pavillon de la victime, le propriétaire a été transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Une balle lui a traversé la gorge. Sur la scène du crime, les agents de l'identité judiciaire relèvent un maximum d'indices. Empreintes et traces ADN si possible. Ils portent une combinaison pour ne pas polluer les lieux. Un cheveu, un cil, une goutte de salive. Quelques cellules peuvent permettre d'identifier l'auteur des coups de feu. Ils savent que cette nuit, 3 personnes se trouvaient dans le pavillon. La victime, son ex-femme et le tireur. Fin des constatations de police scientifique. La maison est placée sous scellé. Les investigations ont commencé sur les chapeaux de roue. 4 enquêteurs travaillent sous l'autorité de la vice-procureure. Je viens d'avoir Madame Boubas au téléphone. Tu viens dans le bureau, ça m'évitera de crier. L'ex-femme a déjà été entendue. Elle dit ne pas connaître le tireur. Mais la victime a survécu et livre une toute autre version aux policiers. Pour lui, son ex-femme est impliquée. Aussitôt, le commissaire Frémont en rend compte à Marie-Laure Boubas. Il nous raconte que hier, il a été appelé sur son portable par son épouse, avec qui il est marié. Il est séparé depuis juin 2010. Elle lui dit qu'elle est en face de chez lui et qu'elle souhaite lui remettre un RIB. Enfin, il n'a pas trop compris pourquoi elle voulait lui remettre un RIB, d'autant que ça fait 2 mois qu'elle ne lui parle plus. Ouais, c'est curieux ça. Oui, c'est là où les choses commencent à être curieuses. Ils ont échangé des banalités et peut-être 1 minute plus tard, il y a un type qui s'est approché, notre auteur, un type assez grand, noir, qui a demandé s'il était bien Colombe. Il a demandé l'indication vers la Cité des Grèves. Un peu surprenant. Il a dit qu'il allait à sa voiture, il s'est retourné et il a sorti une arme de sa poche. Il hausse le ton, il lui demande d'aller au fond du jardin, vers la porte d'entrée du pavillon. D'accord, ouais. D'accord. Hein, il le tenait en respect et à distance. Et madame, il lui arrive rien pendant ce temps-là, il lui dit rien? Rien du tout. Il l'a braqué uniquement sur lui, l'arme. Il dit clairement, je trouvais qu'elle faisait plutôt semblant d'avoir peur. Ensuite, à ce moment-là, il a senti que le type allait tirer. Il s'est protégé en rentrant la tête dans les épaules et en cachant son visage avec ses bras, et le type a tiré. À environ 1,50 m de la victime. Le tireur s'enfuit. Il ne vole rien, sauf le téléphone portable de madame. Une très mauvaise idée. Marie-Laure Boubas soupçonne l'ex-femme d'avoir commandité le tireur. L'agresseur insulte notre victime. Il y a beaucoup trop d'incohérences entre le comportement du tireur et madame. C'est pas normal du tout, là, ce qui ressort. Ça sent pas bon du tout pour madame, hein. Non, mais voilà, mais on pourrait imaginer qu'elle ait demandé à quelqu'un de lui faire peur, sauf que le type est allé trop loin et que du coup, là, elle panique. Elle demande aux enquêteurs de récupérer la balle pour identifier l'arme et peut-être remonter jusqu'au tireur. Dans sa déposition, la victime a indiqué dans quelle partie de la maison il avait été visé. Sur les lieux du crime, Sylvain trouve sans problème l'impact. Je propose qu'on monte les affaires, vu le temps. Moi, je trouve que ça ressemble bien à un impact. Dénicher la balle sera une toute autre affaire. Bah, c'est important parce que cette balle, elle va nous permettre, si elle est en assez bon état, de vérifier les rayures qui sont dessus, de vérifier si l'arme qui a tiré la balle a déjà été utilisée. Et si on retrouve l'arme à un moment donné, on pourra comparer. La victime, gestionnaire financier, s'était mariée en 2005 avec une femme de nationalité indienne.
Très vite, ils ont un enfant qui a 4 ans maintenant. Mais le couple se sépare. Une séparation difficile. Depuis quelques mois, le père n'arrive plus à voir son enfant. Il dépose 4 mains courantes au commissariat, refuse une autorisation de sortie du territoire à son ex-femme. Elle veut partir en Inde. Peut-être un mobile. On veut du plat? Non, t'as regardé? Non, mais je vais le voir. Après plus d'1 heure de recherche, le mur est bien détruit. La balle est toujours introuvable. Mais les efforts des enquêteurs finissent par payer. Je l'ai. C'est ça que t'as dit? Oui. Magnifique. Alors tu la laisses, je vais faire une photo. Wow. C'est vraiment un morceau de plomb. Ouais. Il est bien écrasé. Il y a quand même des rainures là. Est-ce qu'elle va parler, cette balle, d'après vous? Moi, ça me semble compliqué parce qu'elle est très très déformée. De ce que je sais, la balistique, ils ont quand même besoin d'avoir quelque chose avec une forme cylindrique. Là, il y a les rainures sur ce qui reste de l'ogive, mais le problème, c'est que ça a été tellement déformé que les rainures, les situées, là, elles sont peut-être plus très droites. Elles ressemblent plus aux rainures initiales, quoi, quand la balle a été tirée. Tout a bougé, quoi. Est-ce que l'audition de la victime a donné le nom de l'auteur? Non. non. Visiblement, il ne le connaît pas, donc on pense qu'il a été envoyé par quelqu'un, enfin qu'il n'agit pas de son propre chef. Après, qui est derrière? Il y a l'hypothèse de la femme, mais on n'en est pas là. C'est au 36 quai des Orfèvres à Paris que se situe le laboratoire de police scientifique. Sylvain ne perd pas une minute. La balle doit être expertisée au plus vite. Bonjour. La police judiciaire des Hauts-de-Seine. Je vous apporte une ogive pour une expertise balistique. L'ogive. Voilà la réquisition judiciaire. Il peut y avoir des résidus biologiques, de l'ADN en surface. C'est aussi la seule preuve pour déterminer le calibre de l'arme utilisée par le tireur. Vous n'avez pas d'urgence dessus? On a toujours des urgences, mais ça dépend ce que vous entendez par urgence. On n'a pas de garde à vue en cours là, pour l'instant. La balle est très abîmée. Les experts demandent 1 semaine de délai pour l'analyser. Au siège de la police judiciaire, les collègues de Sylvain ont bien avancé sur une autre piste, la téléphonie. Lors de son audition, la femme affirme ne pas connaître le tireur. Les policiers obtiennent une fadette, c'est-à-dire un relevé téléphonique de ses communications. On est sur le téléphone de l'ex-femme de la victime, celui qui a été volé au moment de l'agression. Les faits ont lieu vers 20h30, a priori. Donc là, on peut voir, par exemple, que le portable, aux alentours de 20h30, le 14 juin, le portable était situé à Colombes. Donc chez l'ex-mari. Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont tous les appels qu'a passé madame dans les jours C'est ça. précédents. Bon, en tout cas, dans la journée. Par exemple, sur cette fadette-là, on voit que ce numéro-ci a été appelé 14 fois. 14 appels. Le même jour, à la même personne, jour de la tentative d'homicide. Les policiers cherchent à en identifier le propriétaire. Mais il a donné une fausse identité en achetant son portable. Ils étudient le relevé détaillé du numéro en question. Et surprise, après le crime, ce numéro mystère et le téléphone volé de l'ex-épouse de la victime sont partis au même endroit, en Seine-Saint-Denis. C'est donc bien le portable du tireur et a priori, ils se connaîtraient. Madame Boubas, au niveau des investigations téléphoniques, on a pu confirmer que le téléphone de l'ex-femme de la victime s'est retrouvé à Aulnay-sous-Bois en même temps que le téléphone qui est sous surveillance. D'accord. Ils activent la même borne au même moment. Donc on confirme le fait que les deux sont en rapport, car ce numéro sur surveillance avait déjà été contacté un peu plus tôt. Ouais, tout à fait, vers 20h12, je crois. Voilà, a priori, ils se connaissent et les deux sont impliqués.
Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'on continue en flag ou est-ce que vous voulez qu'on change de cadre juridique pour éventuellement mettre le numéro sur surveillance, sur écoute? On peut ouvrir à ce moment-là, on ouvre vendredi. Pas de problème. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, quelqu'un. Le parquet n'a pas le droit d'ordonner des écoutes téléphoniques dans les affaires criminelles. Fin de l'histoire pour la vice-procureure. Marie-Laure Boubas doit passer le relais à un juge d'instruction, nouveau patron de l'enquête. Ainsi le veut la loi. On a gardé tous les scellés. Oui. J'ai juste mis les copies de travail concernant les appels 17 et les différentes réquisitions. D'accord. Moi, j'ai suivi l'enquête depuis le début. Et en fait, comme on a besoin de faire des écoutes téléphoniques, c'est pas une prérogative du ministère public, en tout cas pas dans le cadre de ce dossier. Donc moi, je saisis un juge d'instruction et c'est lui qui va poursuivre l'enquête avec ses fonctionnaires de police. Dès le lendemain, grâce aux écoutes, l'auteur des coups de feu est arrêté. Il avoue qu'il s'est improvisé tueur à gages. Madame lui aurait remis 1 000 €. Les 2 complices présumés sont incarcérés pour tentative d'assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité. Cette affaire, Marie-Laure la retrouvera dans 1 ou 2 ans, si tout va bien, comme avocat général lors du procès d'assises. Mais pour l'heure, c'est un tout autre procès qui agite le tribunal de Nanterre. 10 ans après les faits, le tueur du pont de Neuilly va enfin être jugé. David Sagnaud, un SDF de 38 ans, s'est lui-même rendu à la police pour ce double assassinat. Épilogue d'une histoire à multiples rebondissements, car pour l'un de ces meurtres, Marc Machin a passé à tort près de 7 ans en prison. Le 1er décembre 2001, un passant découvre le corps sans vie d'une femme sur le pont de Neuilly. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et est partiellement dévêtue. Marie-Agnès Bedeau-Doucet, une assistante de direction de 45 ans, était partie, comme tous les samedis, vers 7 h du matin, à la salle de gym pour faire du sport. Elle empruntait le pont de Neuilly pour s'y rendre quand elle a croisé le chemin de son assassin. 13 jours plus tard, un jeune homme au parcours chaotique, Marc Machin, est arrêté sur la foi d'un unique témoignage. Mis en garde à vue au 36 quai des Orfèvres, il est interrogé par la brigade criminelle. Après 40 heures de garde à vue, le jeune homme de 19 ans avoue. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre. Mais 5 mois plus tard, alors que Marc Machin est en prison, le pont de Neuilly est de nouveau le théâtre d'un meurtre. Le 22 mai 2002, au même endroit, à l'Aube aussi. Le corps d'une femme est retrouvé poignardé à l'aide de tessons de bouteille. Son nom ? Maria Judith Arroyo, une femme de ménage portugaise de 48 ans qui partait travailler. Pedro, son fils, revient souvent sur les lieux. C'est ici que ma maman a été assassinée. Juste là, un peu plus loin. Ma maman prenait les quais de Seine, elle longeait tous les quais, elle montait l'escalier et est passée sur le pont. Puis elle n'a pas pu traverser plus loin. Son corps a été retrouvé ici dans une mare de sang. 6 ans après les faits, le crime de la mère de Pedro, Madame Arroyo, n'est toujours pas résolu quand survient un étonnant rebondissement. Le 4 mars 2008, un SDF, David Sagnaud, s'accuse des 2 meurtres du pont de Neuilly. À cette époque, Philippe Courroy dirige le parquet de Nanterre depuis 1 an. Il se souvient de ce matin très particulier. Mais la première chose que je fais, c'est de prendre cette synthèse, qui est la synthèse des faits du jour, de la veille et de la nuit. Et donc, en examinant le 4 mars 2008 cette synthèse, je vois qu'il y a un individu qui s'est présenté au commissariat de la Défense dans la nuit et qui est venu s'accuser de 2 meurtres. Je me pose d'emblée la question, mais si finalement, celui qui est venu s'accuser cette nuit était bien l'auteur de 2 meurtres,
Et en regardant d'ailleurs le dossier qui avait donné lieu à la condamnation de Marc Machin, je m'aperçois quand même qu'on a dans le dossier peu d'éléments qui ont fondé la condamnation. Comme Marc Machin 7 ans plus tôt, David Sagno est donc placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Par extraordinaire, nous étions là lors de ces interrogatoires. C'est un document exclusif et saisissant. Embarras au 36 quai des Orfèvres, ce 4 mars 2008. Le patron de la légendaire crime doit gérer une situation totalement inédite. Il va falloir que ceux qui connaissent parfaitement le premier dossier le reprennent. Est-ce qu'on avait de l'ADN sur l'un ou l'autre dossier? Si ce monsieur-là est coupable du premier meurtre, ça veut dire qu'il y a une erreur judiciaire. Il faut être extrêmement prudent dans ce genre d'affaires. Tout est possible. Tout est vrai, tout est faux, tout ou partie. On va voir. David Sagno est un mystère pour les enquêteurs. Ils ont 48 heures, le temps d'une garde à vue, pour décortiquer ses aveux, soulever des contradictions ou au contraire faire apparaître une vérité. Donc, David, on va d'abord t'interroger. Cette nuit, lorsque tu es allé voir l'officier de permanence de nuit, tu t'es accusé de 2 meurtres. D'accord? On va commencer par le deuxième. Donc, tu vas réexpliquer dans le détail les circonstances qui t'ont conduit, selon toi, à commettre ce deuxième meurtre. Dans le détail. Hein. Le deuxième meurtre, c'est celui de Madame Arroyo, la maman de Pedro. Donc je l'ai vue arriver devant, elle était avec un parapluie. Et elle venait d'où, tu dis? Elle venait de la Défense ou elle venait de Neuilly? De la Défense. J'ai senti qu'elle me plaisait. Quoi. Attends, tu viens de me dire qu'elle te plaisait et tu veux la tuer? Je suis passé à l'acte, je prenais du plaisir. Et donc il fallait qu'elle me plaise. Tu peux me la décrire? Elle avait une jupe noire. Un parapluie, des chaussures à talons. Cette femme, c'est qui? C'est Madame Doucet. Non. Madame Arroyo. C'est pas l'une, c'est l'autre. Là, elles se ressemblaient un peu. Elles se ressemblaient un peu. Sagno décrit bien la tenue de Madame Arroyo, l'endroit d'où elle venait, mais il confond les deux victimes. Les enquêteurs sont perplexes. Ils lui font détailler le geste criminel. Je l'ai poussée contre les escaliers, elle est tombée la tête la première. Ça l'a assommée. Tu lui as pas porté de coup? Non, elle est tombée directement sur la tête. Froidement, Sagno explique ensuite qu'il a utilisé un tesson de bouteille pour tuer Madame Arroyo. Mais quelle bouteille? Les enquêteurs sont les seuls à en connaître la marque, les seuls avec l'assassin. Non, mais le tesson de bouteille, tu l'as trouvé où? Non, je buvais une bouteille de vin mousseux. Tu venais de te réveiller et tu étais en train de boire une bouteille de vin mousseux? Oui. J'ai terminé la bouteille, je l'ai cassée. Tu casses la bouteille comme ça ou comme ça? Non, de l'autre côté. Comme ça? Par le boulot? Oui. De quelle marque? Je me souviens plus. Réfléchis un peu, c'est important. Hein. Oh, ça devait être Paul Rémus, je pense. Tu as écrit déjà ou enfin on va te laisser? Ouais. C'est bien la même marque. Ébranlé, Bruno Doussin va vérifier si ce détail est sorti dans la presse. D'autant que Sagno a livré une autre indication exacte. Il y avait 80 € dans le sac de la victime. C'est avec un tesson de bouteille. Deuxième article, tesson de bouteille. C'est des détails certes sur le mode opératoire, mais enfin bon, ils disent pas la marque de la bouteille. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ils disent pas ce qu'elle avait dans son sac, combien d'argent elle avait dans son sac. Alors Mexique, elle est où, Mexique? Les policiers cherchent à comprendre pourquoi Sagno vient-il se constituer prisonnier si longues années après les faits. Pourquoi t'es venu cette nuit alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu décides de venir nous parler de tes pulsions, de tes envies? Parce que j'ai envie de changer. J'ai envie d'avoir une vraie vie, quoi. Et ça t'apprend en pleine nuit, là, aujourd'hui?
Puis vient l'évocation de la première victime, Madame Bedeau-Doucet. Les policiers sont évidemment plus tendus. Marc Machin a été condamné pour ce meurtre. Et c'est leur brigade qui l'a fait avouer. 2 hommes pour un seul crime, c'est un de trop. Mais si tu nous racontes des conneries, on le saura de toute façon. Plusieurs coups de couteau. Combien de coups de couteau? Une dizaine. Couteau. Une dizaine, ouais. Je sais que je me souviens précisément parce que j'étais dans un état spécial et je me sentais assez puissant, quoi. Cette puissance, là, qu'est-ce que tu veux en faire? Ce que tu recherches? C'est quoi ton... J'avais l'impression d'avoir le pouvoir, de pouvoir influer sur les événements, sur les éléments. En fait, t'as le droit de vie et de mort sur les gens, quoi. Ouais. Tu deviens Dieu, quoi. Voilà. Depuis l'éclipse, je remarquais certains signes qui faisaient que quand j'écrivais quelque chose, que je faisais certains dessins, ça pouvait se reproduire dans la réalité. D'accord. Et tu pensais qu'en tuant, ça pouvait augmenter, décupler tes pouvoirs? Oui, voilà. Oui. Donc, il y avait... Dans sa folie, Sagno offre aux enquêteurs un détail que seul l'assassin peut connaître. Il y avait dans le sac de la victime qu'il a volé un baladeur chargé d'un CD, un aveu décisif pour le procureur. Effectivement, on a retrouvé une jaquette de disque correspondant au titre que Sagno citait, Johnny Rivers, et le disque s'appelle Johnny Lee Hooker. Et effectivement, il y a une jaquette, un membre de la famille a une jaquette, mais cette jaquette de disque, elle est vide. Mais pendant la nuit, Sagno se rétracte. Poussé à bout par les policiers, il dit qu'il a tout inventé. 2e jour de garde à vue, tendu. Sagno change 5 fois de version. Les enquêteurs perdent patience. Voilà. Je me suis imaginé comment se comporterait un serial killer. Et donc j'ai toute la mise en scène, je l'ai inventée. Et tu vas faire du cinéma combien de temps comme ça? Réponds-moi, je te parle là. On n'a pas été courtois jusqu'à présent? C'est quoi ce cinéma là? Un coup je suis coupable, un coup je le suis pas? Regarde-moi. Maintenant tu nous dis la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Mais arrête de nous mentir. On est en train de te dire que pour le moment, les éléments que tu as donnés nous laissent penser que tu t'accuses à tort. Maintenant, tu donnes beaucoup d'éléments. Et ces éléments, tu en as eu connaissance autrement que par la presse. En détention, quand tu as été à Nanterre, est-ce que oui ou non, tu as eu l'occasion de discuter avec Marc Machin? Sûrement. Évidemment. Dis-moi oui, dis pas sûrement. Oui ou non? Je l'ai pas reconnu sur la photo, mais sûrement que j'ai discuté avec lui. D'accord. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Sagno se rétracte pour le premier meurtre, celui pour lequel Marc Machin est condamné. Allez, est-ce que c'est toi qui as tué cette femme ce jour-là sur le pont? Désormais, il confesse seulement le meurtre de Madame Arroyo, la femme de ménage. Et il ajoute une précision décisive. Non, il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est que j'ai replacé. Elle bougeait un peu. Et c'est là que j'ai fait la strangulation. Et ensuite, elle a bougé plus. C'est un truc qu'on n'a pas eu. Pendant ce temps, l'autopsie détaillée du corps de Madame Arroyo est arrivée à la brigade criminelle. Les policiers ne l'avaient jamais eue. Ses conclusions corroborent le récit de Sagno. Asphyxie mécanique. Tu vois, mais voilà, l'exemple type de... Ah. Ça, c'est bon. Asphyxie mécanique. En plus de lui donner un coup de tesson, David Sagno a étouffé la femme de ménage. Les enquêteurs courent montrer ce rapport d'autopsie à leur patron. Oui, c'est intéressant. Pas mal, hein. Ça colle bien avec la théorie qu'on avait évoquée du premier meurtre qui lui donne l'idée de faire le deuxième. Ouais. Et ensuite, il essaie de s'approprier les deux parce que dans son esprit, être serial killer, c'est valorisant. Disons qu'un certain nombre d'éléments commencent à s'empiler. Le
puzzle se reconstitue, mais on est loin du compte. Au terme de 48 heures d'une garde à vue éprouvante, les hommes de la criminelle pensent que Sagno a bien tué Madame Arroyo, mais pas Madame Bedeau-Doucet. Sous l'impulsion du procureur de la République à Nanterre, l'enquête continue. Je vais faire ressortir, et par miracle, ils n'ont pas été détruits, les vêtements que portait Madame Bedeau. Et comme David Sagno dit que le 1er décembre 2001, il a soulevé le blouson et il a baissé son sweatshirt, son pantalon, et qu'il l'a poignardé à plusieurs reprises, je me dis que si on doit trouver de l'ADN, on le trouvera en bas du blouson et en haut du pantalon. Et je confie ces scellés qui, je le répète, par miracle, 6 ans et demi après, auraient dû être détruits mais ne l'ont pas été, à un expert généticien à l'Institut français des empreintes génétiques à Nantes. Et après plusieurs jours d'analyse où les appareils ont tourné, eh bien, l'empreinte génétique de David Sagno va apparaître. Grâce à l'ADN, l'affaire du pont de Neuilly est résolue et Marc Machin libéré. 4 ans plus tard, le procès de David Sagno se termine à la cour d'assises de Nanterre. Pour Philippe Courroy, la fin d'une longue bataille. L'heure du réquisitoire a sonné. Il a retenu contre l'accusé la préméditation et les viols de mesdames Bedeau-Doucet et Arroyo. Les médias sont venus en masse. La famille de David Sagno attend nerveusement la sanction. Oh, ça va, allez, fichez le camp, laissez-la. Non, mais ça va pas. Pour Pedro, le moment est difficile. Pendant le procès, il n'a jamais réussi à capter le regard de David Sagno, véritable bloc de marbre. Son récit froid et détaillé du meurtre de sa mère a été une nouvelle épreuve. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent, très précis sur ce qu'il dit. Mais c'est un monstre. Il dit, lui, qu'il s'est rendu pour obtenir une sorte de rédemption et un pardon. Il n'aura pas le mien. On peut pas pardonner qu'on nous vole la vie de notre mère. Je pense que c'est pas pardonnable. Le réquisitoire dure 1h30. Au nom de la société, l'avocat général demande la perpétuité assortie d'une période incompressible de 22 ans. La peine la plus lourde. Vous vous souviendrez que David Sagno recommencerait s'il sortait. Il l'a dit lui-même, ajoute Philippe Courroy à l'attention des jurés. Dans la soirée, le verdict tombe. 30 ans de prison, assorti de 20 ans de sûreté. Cette décision ouvre maintenant, bien évidemment, la voie d'une reconnaissance judiciaire de l'innocence de Marc Machin qui me paraît inéluctable. Pour le parquet de Nanterre, l'affaire est close. Demain, d'autres crimes et délits occuperont les procureurs. Chaque année, 7000 personnes sont jugées dans la juridiction.